Bonjour. Vous posez peut-être la question, vous comme moi, qui donna lieu d'ailleurs au titre d'un film, y aura-t-il de la neige à Noël? Peut-être bientôt faudra-t-il se poser la question, y aura-t-il de l'eau? Tellement, effectivement, l'eau devient l'enjeu majeur ou l'un des enjeux majeurs du changement climatique. Comment est-il possible encore, où en sommes-nous? Est-il possible de ralentir ou de stopper la réduction inéluctable de la ressource en eau? Que pouvons-nous faire, vous, moi, tous ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va demander à quelqu'un dont l'autorité et les compétences sont incontestables en la matière, Alain Dupuy. Prenez place. Alain Dupuy, vous êtes professeur d'hydrogéologie. Vous dirigez il y a encore quelques semaines l'École nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable. Vous êtes membre du conseil scientifique de l'agence Adour-Garonne pour ce qui nous concerne à nous ici en local, mais d'autres agences de l'eau bien sûr. Et bientôt vous intégrerez le bureau de recherche géologique et minière. Alors, vous avez entendu ma petite introduction. Est-ce que c'est grave, docteur ? Alors, oui, c'est assez... Au moins, c'est sérieux. Voilà. C'est assez important. Les effets du changement climatique vont induire des modifications sur le grand cycle de l'eau. On va y venir. Je pense qu'on va un peu en discuter. Ce cycle de l'eau, il est complexe. Notre activité, il faut être très, très clair, c'est notre activité. Humaine, industrielle, économique, tout ce qu'on peut imaginer, qui a modifié 2-3 choses dans l'atmosphère. Et c'est ça qui vient nous perturber et nous interroger maintenant pour le futur. Parce qu'on constate, on commence par constater, mais pour le futur, on se pose beaucoup de questions encore. Alors, où est-ce qu'on en est, effectivement? Et comment peut-on évaluer la situation aujourd'hui? Alors, on va peut-être parler nationalement et puis plus localement de ce qui nous concerne. Alors, on va commencer... Parce qu'on a vécu une période d'abondance quand même. Oui, ça fait presque 10 000 ans qu'on était sur un climat stable, bien établi, océanique pour ce qui nous concerne, donc des précipitations en hiver, mais également au printemps et en été. Et on a touché un petit quelque chose qui va dérégler ça. Mais on va commencer mondialement, si vous êtes d'accord, parce que ça va parler de tout le monde. Donc je vais m'appuyer au moins au début sur quelques illustrations. Alors déjà, l'eau sur Terre, il y a quand même quelques grands chiffres. 97% des volumes sont salés. L'eau douce, c'est 3%. Voilà, c'est tout. Et ensuite, au sein de ces 3%, ce que l'on voit en surface, les cours d'eau, les lacs, les zones humides, les fleuves, c'est 0,5% des volumes. Un petit 70% est stocké sous forme de glace, mais c'est en train de fondre. Et le reste, les 30% qui restent, c'est invisible, c'est sous nos pieds. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on a donné la répartition des volumes. Après, les chiffres... Je ne sais pas si c'est projeté, nous on l'a sur l'écran. J'espère que c'est projeté. Parce que, voilà, très bien, parfait, merci. Voilà, c'est ça qu'il faut bien voir. Donc ce que nous voyons et le fonctionnement que l'on a, ce n'est que du flux, ce n'est pas du stock. C'est vraiment, en termes de proportion de volumique, c'est très très peu. Et du coup, voilà ce que ça donne. Vous avez des chiffres, alors ils sont illisibles, c'est presque ça, mais non, c'était très bien, vous pouvez laisser la diapo. La planète bleue, est-ce qu'elle mérite toujours son nom de planète bleue pour Oui, on ne crée pas d'eau, on n'en perd pas. En fait, ce qui est relativement perdu par la haute atmosphère est renouvelé par ce qu'on appelle l'eau ignée qui vient de la profondeur du manteau. Donc on a un bilan global à peu près stable. D'accord. À l'échelle humaine, il est stable. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ici, vous avez la planète bleue, les chiffres. Si l'unité est importante, ce sont des milliers de kilomètres cubes. Bon, déjà, un kilomètre cube, on a du mal à se l'imaginer, mais des milliers de kilomètres cubes, vous voyez que c'est dur à concevoir. Donc, je vais vous proposer une autre représentation. Vous avez ici la planète bleue. C'est la longueur d'onde bleue qui passe, parce que c'est celle qui n'est pas absorbée par on va dire la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc nous avons cette idée d'une planète avec des nuages, des océans et une abondance d'eau. Alors, en apparence. Apparence. C'est en surface. Parce que l'image suivante vous montre les mêmes volumes ramenés à l'échelle de la planète.
vous avez 3 sphères. La plus grande des sphères, c'est une sphère de mémoire qui fait, je crois, quelques centaines de kilomètres de diamètre. Ça concentre l'intégralité des volumes d'eau sur Terre. C'est tellement peu. C'est pelliculaire. Il y en a partout, mais elle est pelliculaire. Vous, là, c'est un volume, hein, vous pouvez le calculer, 4 tiers de pierre cube. Je vous laisse faire le calcul. Moi, non. Mais voilà. Après, vous avez, pour relativiser, la seconde sphère qui, lorsque vous allez vers la côte est des États-Unis, ça, c'est l'intégralité des eaux douces sur Terre. Les Islandis, les calottes glaciaires, comprises. Et le petit point bleu, qui, quand vous descendez vers la Floride, vous voyez, c'est une petite sphère, celle-là aussi, qui a... Tête d'épingle. Oui, à cette échelle-là, bien entendu. De mémoire, elle doit faire 56 km de diamètre, je crois. Ça, ce sont les eaux douces accessibles. Voilà. En fait, on va jouer à faire des flux entre ces réservoirs, mais on ne crée pas d'eau. Et voilà notre stock. Voilà. Une fois qu'on a posé ça, on a les périmètres de notre problématique. Et je ne vous parle pas de la vapeur d'eau, parce que c'est ça qui va changer, en fait. Notre atmosphère, elle était à l'équilibre, elle est toujours dans un équilibre, mais un équilibre, il faut bien comprendre que c'est un équilibre dynamique. Et comme nous avons, depuis la fin de l'ère industrielle, injecté quelques produits, normalement, la diapo suivante vous illustre une image simplifiée, voilà, de la machine atmosphérique. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, depuis l'ère industrielle, nous avons injecté dans notre atmosphère ce qu'on appelle des gaz à effet de serre qui ont augmenté la flèche qui redescend, ce qu'on appelle le rayonnement renvoyé. Alors, pour bien comprendre les bilans, il y a à peu près autant d'énergie, ce sont des watts par mètre carré que les chiffres énoncés, qui est renvoyé par l'atmosphère par rapport à ce qui arrive directement. Alors attention, ne nous méprenons pas, l'effet de serre, c'est un bienfait. Si on enlève, on sait le faire, c'est assez facile physiquement à calculer, si on enlève cet effet de sphère, il fait combien la surface normalement? Il fait moins 15 ou moins 18. D'accord? Donc, oui, c'est une couche de protection, on va dire. C'est un bonus que l'on a. Sauf que nous, on a augmenté ces gaz à effet de serre qui viennent modifier selon les scénarios du GIEC. Et vous les connaissez tous, ce sont des scénarios dits de 2.6, les RCP 2.6, 4.5, 6.5, 8.6, je suis désolé, ce sont des valeurs de flux supplémentaires. Et ce sont des scénarios qui correspondent à la manière dont nous allons continuer à injecter du gaz à effet de serre. Bon, ce faisant, on a rajouté un petit peu d'énergie, sauf que ça a 2 incidences. Ce petit plus d'énergie, on est à moins de 5% de variation, ça va avoir une augmentation de l'ordre de 10%. De 10 à 50%, de 15 à 50% de l'augmentation du flux de chaleur, c'est-à-dire comment on va percevoir la chaleur, et de 10 à 30% de l'augmentation de ce qu'on appelle l'évaporation. Et ça change tout. Ça change tout parce que ça va avoir des effets sur ce qu'on Pour faire simple, si je dis la température augmente, il y a donc plus d'évaporation, et donc évidemment ça a un impact, si c'est peut-être très prosaïque ce que je dis, mais... C'est exactement ça. On a une atmosphère qui est plus chaude. Cette atmosphère plus chaude, on le sait quand vous voyagez à travers le monde, peut contenir plus d'humidité. Bon, très bien. On pourrait se dire c'est bien parce que ça va faire plus d'humidité pour avoir des précipitations, mais non, absolument pas, parce que la constante qui déclenche une précipitation, c'est-à-dire que la condensation se transforme en pluie, elle aussi, elle augmente avec la température. Donc il en faut encore plus d'eau dans l'atmosphère pour déclencher une pluie. Voyez ? Et le problème, il est là, c'est que on a donné plus d'énergie, notre atmosphère peut avoir plus d'eau, peut contenir plus de vapeur d'eau, mais ça augmente, le point de condensation augmente avec la température. Donc, l'atmosphère va se servir, littéralement, sur Terre. Sur l'océan, ça ne pose pas de problème, on va évaporer. C'est fait pour ça, presque. Mais sur Terre, ça veut dire qu'on aura moins d'eau disponible dans nos sols, aux zones humides, cours d'eau, et ainsi de suite. Ce que vous appelez les eaux de surface. Tout ce qui est surfacique, mais y compris ce qui est dans le sol. C'est-à-dire que l'humidité qu'on ne voit pas, elle aussi, elle va baisser. Et en plus, on va donc avoir ça. Et si jamais on atteint ce point de condensation, mais qu'est-ce qui se passe? Avec une atmosphère plus riche en humidité,
vous avez des concentrations et des précipitations plus intenses, plus marquées. Ce qu'on a vécu cet été, ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps. Voilà. Que souvent on englobe sous le terme de dérèglement climatique, ce qui est le cas, avec des excès dans un sens et dans l'autre. C'est exactement ça. On a déréglé le climat. Donc, je pense que c'est la dernière illustration, vous allez voir. On sait, enfin, les collègues physiciens de l'atmosphère se sont amusés à... Voilà, là, celle-ci, elle est très parlante. C'est un amusement de calcul, c'est pas du tout, on va dire, amusant. C'est un bilan d'énergie, un bilan de disponibilité d'eau. Tous les pays qui auront la capacité, toutes les surfaces qui auront la capacité à satisfaire le pouvoir d'évapotranspiration, c'est-à-dire assez d'eau en surface pour que l'atmosphère se serve et nous en laisser, apparaissent en vert et bleu sur cette carte. Tous les autres... Ça ne fait pas beaucoup. Ça en fait moins que dans le passé. Tous les autres, où il y a trop d'énergie, apparaissent en jaune, brun clair et brun foncé. Et nous sommes en jaune. Et la France est en jaune. Jusqu'à présent, la France était en vert. Voilà. Jusqu'à présent, c'est-à-dire quand? Les derniers calculs remontent à quelle période à peu près? Alors, non, là, ça datait de 2012. Donc là, vous avez des calculs qui sont faits sur les dernières données. C'est le GIEC numéro 5. Depuis, les calculs ont avancé. Mais quand je disais c'était jusqu'à présent, c'était avant avec notre climat que l'on connaissait, océanique, distribué, avec des précipitations régulières. Mais pour mesurer l'évolution, on était en vert encore il y a combien de temps? Disons dans les années 2000. Oui. C'est ça le problème, en fait. C'est que le changement climatique, il est soumis à une dynamique qui est en train de s'accélérer. C'est non linéaire. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes d'adaptation, parce que je vais être très clair, la Terre a connu bien pire, mais bien pire. Sauf que nous, on n'était pas là. Et ensuite, bien pire, c'était quoi? C'est-à-dire que toute l'eau de Terre était évaporée. Au Trias, ça a donné du sel. Le sel a été consolidé. On évalue ça à quelle période à peu près? C'est des millions d'années, ça. Mais le problème, c'est la dynamique avec laquelle ça se produit. Selon mes collègues paléoclimatologues, on n'a pas de trace, nulle part, d'une dynamique aussi rapide d'évolution et de changement climatique. C'est ça qui pose problème. Et c'est ça qui nous interroge, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, et on ne sait pas dire comment on va s'adapter. Et quand le on, c'est le on, la nature, ainsi de suite. La nature va trouver une voie. Je vais paraphraser un de mes collègues québécois qui disait « la Terre, elle s'en fout. » Complètement. C'est plutôt ceux qui y vivent qui en pâtirent, et nous les premiers. Et le lien est incontestable entre l'activité humaine et cette situation de dynamique accélérée. Je vous le dis, on n'a pas d'archives sédimentaires dans tous les lacs. Tout ce qu'on peut voir où on a des traces d'évolution de climat, les paléoclimatologues n'ont pas ça, ne voient pas ça, nulle part. Et quand aucun membre de la communauté scientifique dit on ne trouve pas de preuves comme quoi ça est déjà arrivé aussi vite, on est quand même enclin à s'inquiéter. Tout à fait. Certains chiffres courts. Il y a une autre diapo après? Oui, mais les françaises, on va changer d'échelle après. Ouais. Alors juste, je reste effectivement sur un chiffre mondial. Aujourd'hui, le chiffre court selon lequel environ 2 milliards de personnes sont déjà frappées par des problèmes liés à l'eau. 3,6 milliards n'ont pas accès à des services d'assainissement gérés de façon sûre. Enfin bref, 10% de la population mondiale aujourd'hui vit dans un pays connaissant un haut stress hydrique. C'est des chiffres que vous confirmez à peu près? Oui, totalement. C'est en augmentation. 10% de la population mondiale. Et oui, parce que la population mondiale a aussi tendance à augmenter. À augmenter, tout à fait. Et donc, ça pose des problèmes de dynamique, là aussi, et de gestion de pays qui n'existaient pas il y a 20 ans, qui maintenant apparaissent de manière très, très marquée, virulente. Et donc, avec des éléments de solution, on le voit sur cette carte, qui vont être problématiques pour quand même pas mal de surface à l'échelle du globe. Donc, comment fait-on, sachant qu'on a en plus, nous, une forme d'esprit grégaire, je ne suis pas du tout ni économiste ni sociologue, mais on s'installe tous au même endroit, au bord des océans, au bord de la mer, et résultat, on est quand même soumis à une remontée du niveau moyen des mers, fin de siècle. On parle de 1 mètre en moyenne, voire 1,50 m. Ça va changer la cartographie, la périphérie des continents. Et on voit effectivement, puisqu'on est entre nous aquitains, sur le littoral aquitaine, on n'est pas épargné du tout. Sans aller très loin. Sans aller très loin. Exactement. Je pense que, pour être très, on va dire, sans paraphraser, mais les marées maritimes que l'on connaissait il y a quelque temps, qu'on a gagnées par la polarisation,
vont redevenir des marais. On va dire ça comme ça. Est-ce à dire que des villes portuaires, on avait cet échange-là, vous et moi, en préparant cet entretien, Bayonne, Bordeaux, vous qui vivez à Bordeaux, est-ce que ces villes pourraient connaître un jour, je veux dire, un événement, à défaut de catastrophe, un événement majeur ? Oui. Il peut très bien arriver de manière c'est une statistique très probable que Bordeaux puisse subir en même temps une inondation qui vient de l'amont, par la Garonne, et une inondation maritime parce que coup de vent d'ouest, haute marée, forte marée, donc avec des surcotes de plus 1 mètre d'un côté, plus 1 mètre de l'autre. Je vous laisse imaginer ce que ça donnerait à Bordeaux. Bien sûr. Voilà, on est sur une plaine, on est sur un paléoméandre de la Garonne. Hein. La ville s'est installée, il y a des points hauts, il y a des points bas. C'est très très identifié, on le sait, mais maintenant, comment s'en protéger, c'est une autre question. C'est vraiment une autre question. Alors, on était sur le plan mondial. Oui. On resserre un peu ? Alors, on resserre un peu. Alors, le plan mondial, ça donne ça en termes de bilan. Ce que l'on sait, c'est que les derniers modèles donc du GIEC décliné à un territoire comme celui de la France, on appelle ça de la descente d'échelle. Il faut bien comprendre qu'il y a des décalages entre modéliser ce qui va se passer au niveau mondial et faire de la descente d'échelle. Ça demande de 1 à 2 ans de décalage. Donc les dernières données nationales nous disent quoi ? Nous disent que en termes de climat, on va plutôt avoir des concentrations de précipitations pendant les mois d'hiver, donc plus de concentration pour la fin de siècle, donc sur les mois de décembre, janvier, février. Un printemps à peu près stable par rapport à ce que l'on connaît. Et par contre, des baisses pour les mois d'été et d'automne. Ce faisant, ce n'est pas tout. Ça, c'était la distribution temporelle. Donc, concentration en hiver et moins pendant été-printemps. Et c'est la diapo suivante. Je pense que c'est celle-ci que j'ai dû mettre. Cette fois-ci, c'est là... Ah non, je l'ai enlevée, mais enfin, c'est pas grave. Je vais vous la décrire. C'est sur la distribution spatiale. Depuis les dernières données par le DRIAS, donc Météo France, on a une ligne. La France est coupée en deux. Le nord de la France devrait avoir une augmentation de la quantité totale précipitée. Donc, le même scénario de distribution temporelle, mais avec un gradient depuis le Massif central, en allant vers le nord, Artois, de l'Artois jusqu'à l'Alsace, une augmentation des précipitations de l'ordre de 5 à 10%. Mais à partir de cette ligne centrale, médiane, quand on va vers le sud, c'est l'inverse. Donc là, moins 5 à Bordeaux, moins 10 dans les plaines landaises, et de l'ordre environ moins 15% sur le piémont pyrénéen et les Pyrénées. D'ici la fin du siècle. D'ici la fin du siècle, sur un scénario climatique dit 8.5, autrement dit, celui où on n'arrive pas à atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et malheureusement, c'est celui qu'on suit. Voilà. Et pourtant, enfin, je ne sais pas, on pourrait interroger nos amis ici autour de nous. Le bassin de l'Adour, on a l'impression qu'on est sur une zone humide, ou en tout cas bien desservie, les Pyrénées qui nous alimentent. Oui, alors, il faut voir deux choses. Ce dont on parle là, ce sont des tendances d'évolution climatique générale. Je ne parle pas ici de météo. La météo, avec sa variabilité météorologique d'un mois à l'autre, d'une année sur l'autre, ça, c'est de la variabilité météorologique. Donc, vous rajoutez 10-20% de variabilité en termes de précipitation. Mais la tendance que je vous décris, c'est celle que les modèles nous donnent. Ce sont tous les modèles. Et en France, on a de la chance. On a 2 organismes qui produisent des modèles météorologiques et climatiques. C'est Météo France à Toulouse et c'est l'IPSL à Sorbonne Université à Paris. Et ils convergent. Donc il va falloir imaginer nos territoires avec des modifications dans la répartition des pluies et avec une légère baisse, au moins pour la partie sud de la France. Quand je dis le sud, c'est vraiment le sud-ouest et le sud-est. Voilà. Donc oui, le territoire du piémont pyrénéen bénéficie malgré tout d'un bonus, si je puis dire, puisqu'avec l'altitude, on gagne en précipitation. Mais avec le froid, normalement, on gagne en neige. Sauf que, vous avez compris, on va se réchauffer. Donc, on le sait, on est plutôt sur des modèles avec des baisses de la quantité de précipitations dites solides, autrement dit de neige. Et donc, du coup, plutôt des précipitations, on va dire, liquides. Sauf que là, il y a deux désavantages en fait. Les précipitations
liquide et intense sur des pentes, comme ici, en montagne ou dans le Piémont, en fait, ça va ruisseler. Donc on va évacuer de l'eau, on va alimenter les cours d'eau, on va avoir plutôt des crues de type local, avec des marnages très importants, c'est-à-dire des variations entre les niveaux bas et les niveaux hauts très importants. Que nous avons connus. Hein. Bien entendu, ça a commencé. Donc c'est malheureusement illustré par l'actualité. Donc on va avoir ça. Et puis l'autre point négatif, c'est que la neige, pour nous, c'était le stock idéal. C'était blanc, ça limitait l'albédo, autrement dit, ça limitait le réchauffement, puisqu'un sol blanc se réchauffe moins vite qu'un sol sombre. Voilà. Et quand on n'a plus de neige, cette neige-là, elle avait tendance aussi à fondre au printemps. Donc on avait un stockage en altitude qui avait le bon goût de fondre en décalé par rapport au moment où il était tombé. On n'aura plus ce décalage temporel, donc il va falloir apprendre à gérer différemment nos cours d'eau qui vont réagir différemment. Ça veut dire, vous voulez dire qu'elle va fondre plus tôt ? Ah oui, parce qu'il y en aura moins, donc elle ne va pas fondre du tout, il y en aura beaucoup moins. Et puisqu'elle va être vraiment sur la chaîne axiale, très haute, ailleurs, ce sera de l'eau liquide, donc du ruissellement instantané. Et comme il y a dans la chaîne axiale et dans les, on va dire les vallées, les hautes vallées pyrénéennes, très peu de réservoirs souterrains, on n'a pas de stock souterrain, tout passe par le ruissellement. Et c'est ça qu'il va falloir apprendre à gérer, puisque c'est nouveau. Alors justement, vous avez prononcé à plusieurs reprises le terme de stockage. C'est là aussi dans cette déflagration, enfin dans cette déflagration non parce que c'est un mouvement lent mais sûr, c'est une des, j'ose pas parler de solution, mais en tout cas une alternative qui est à envisager très sérieusement, le stockage. Est-ce qu'on peut stocker l'eau ? Oui, bien sûr. Alors le stockage ou la réserve, ce que vous voulez, pour moi c'est pas un interdit, au contraire c'est un élément de solution qui va devoir se décliner ou pas sur des territoires. Parce que généraliser le stockage, c'est une absurdité. Interdire le stockage, c'est une absurdité de la même manière, à peu près du même niveau d'ailleurs. Donc, par contre, étudier le stockage pour se dire, est-ce que ce territoire-là, dans son projet d'adaptation, parce qu'il va falloir se creuser la tête pour dire qu'est-ce que je veux comme territoire. Et puis on va se rapporter quand même au thème des idées mènent le monde, des raisons d'espérer. Mais on va espérer parce qu'il y a des solutions derrière. Il y a des éléments de solution. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas d'apanacée. Non, ça va être des morceaux de ça, des morceaux de ça. On a inventé le mot mix hydrique. Tout le monde comprend le mix énergétique. Maintenant, le mix hydrique, va falloir s'y adapter aussi. C'est quoi le mix hydrique ? Eh bien, en fait, on va utiliser toutes les ressources en eau possibles, sachant qu'elles vont diminuer. Il faut bien il faut pas oublier ça. Et il va falloir mieux les utiliser. Moins les utiliser, ça serait encore mieux déjà. Une sobriété, un comportement hydroéconome, c'est-à-dire on fait attention à ce que l'on fait, on donne de la valeur à cette consommation en eau. Et si on peut l'utiliser plusieurs fois en cascade, ben oui, on sait qu'on va dégrader la qualité de l'eau, mais si le second usage n'a pas besoin d'une qualité supérieure, on peut utiliser de l'eau rejetée, et ainsi de suite. Et ça, c'est une idée nouvelle, parce que ce n'est pas ce qu'on faisait. Pas du tout même. Donc c'est tout ça qu'on va devoir faire. Le mix hydrique, c'est ça. C'est différentes solutions. Regardez aussi toutes les solutions et les aménagements qui sont sur notre territoire, qui existent déjà, qui étaient consacrés à une seule activité, voir si on ne pourrait pas utiliser ces ressources-là pour plusieurs types d'activités, en redéfinissant des règles de partage, en redéfinissant des services rendus, de monnayer un service rendu, celui qui stocke de l'eau pour quelque chose d'autre qui a une autre valeur ajoutée. En fait, on peut peut-être imaginer qu'il a une boucle de rendu. Parce que c'est pas du circulaire, mais c'est un petit peu ça quand même l'idée. Oui, c'est plutôt un ovale. Dans le sud-ouest, on comprend. Mais voilà, c'est ça. En fait, c'est pas que du circulaire, c'est pas de l'automatique. Il y aura plutôt plusieurs étapes, mais c'est ça l'idée. Est-ce qu'il peut y avoir effectivement, alors on ne va pas pointer du doigt les responsables, les coupables, tel n'est pas notre propos aujourd'hui, mais l'industrie, quels sont les plus gros utilisateurs, consommateurs d'eau ? Est-ce que c'est nous, la population ? Est-ce que c'est l'industrie ? Est-ce que c'est l'agriculture ? On en parlera aussi bien sûr, mais qui bien évidemment en a besoin. Alors, on a 3 catégories d'habitude. Quand on fait des bilans, c'est soit l'agriculture, soit l'industrie, soit la consommation domestique. En fait, selon le territoire, là aussi, c'est très variable. Mais en moyenne, l'agriculture est souvent un peu la première des consommations, suivie de très près par nos consommations de nos usages domestiques, et ensuite l'industrie. Pourquoi ? Parce que l'industrie, il y a 15 ans, elle a pris, on a déjà évoqué
ces problématiques d'accès à l'eau, de disponibilité des ressources en eau, et à l'industrie, on lui a imposé de faire du recyclage. Chose qu'on ne peut pas faire systématiquement, ni pour l'agriculture, ni pour nous, usagers domestiques. Donc l'industrie a déjà pris le pas, donc a limité beaucoup sur la dernière décennie les volumes utilisés. À part pour le refroidissement des centrales nucléaires, tout à fait. On est d'accord. Mais c'est pas une consommation, puisque c'est un point, un prélèvement et un rejet au même endroit avec une température augmentée. Donc on ne le compte pas comme un prélèvement. Après, par contre, l'agriculture, il faut être très clair aussi, a fait depuis 20 ans énormément de progrès en termes de prélèvement, d'usage, d'irrigation et de contrôle de l'irrigation et de contrôle de cette valeur d'eau. Donc ils ont économisé, on estime, à peu près 20% des volumes, sauf qu'ils ont réinvesti ces volumes économisés pour augmenter et faire d'autres on va dire, productions qui utilisent de l'eau. Donc ça ne se voit pas dans le bilan, mais il y a quand même eu un gain d'efficacité notable. Après, il y a nous, et nous, on n'est pas les meilleurs élèves, très clairement. Parce que si on n'a pas, on va dire, si on n'est pas poussé à améliorer ou à changer, en plus on est français, on est un peu latin quand même. Quand vous dites poussé, vous voulez dire contraint ? Oui, on va dire contraint. Aider, enfin, vous dites ce que vous voulez, mais contraint, oui, c'est ça. En fait, on ne fait pas d'économie, on a l'habitude d'avoir un pays où on ouvrait le robinet, on avait un accès à l'eau, c'était facile, ça ne posait pas de problème parce qu'on était riche, on est encore riche, attention. Hein, mais quand même, on a des signaux pour nous dire, et vous l'avez vécu l'année dernière, ou même en 2022, il y a des territoires où ce n'est plus le cas. Pendant l'été, on entend parler de coupure d'eau. Tout à fait. C'était des choses qu'on n'entendait plus en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Et là, ça commence à poser problème. Alors oui, il y a une augmentation de population marquée. Oui, il y a des flux migratoires estivaux. Hein, on comprend, il y a des territoires qui, pendant l'été, souffrent. Mais en fait, on est peu incité à faire des économies. On en entend parler, mais bon, le prix de l'eau en France, c'est raisonnable. Quelques euros un mètre cube. À la bouteille minérale, ce n'est pas le même tarif. Hein. On est d'accord. Voilà. Bon. Donc, il va falloir apprendre à faire différemment. Et ça, j'insiste, c'est un levier, mais avec l'amplification du nombre, c'est énorme. Oui, c'est ça. C'est ça, le petit geste. Là, si on économise 1 litre par personne et par jour, on est 68 millions. Je vous laisse faire le calcul, quoi. Ça va vite faire des mètres cubes. Et ça, pour nous, quand on est amené à donner des avis sur de la gestion, dire il vaudrait mieux privilégier ça que ça, parce que là, si on a tous fait ce petit effort, ça nous donne un sacré degré de liberté et donc une facilité à gérer, bien sûr, et à laisser passer les crises, et à voire effacer des crises. Alors après, on a des problèmes structurels, hein, la fuite des réseaux, ainsi de suite. Ça, tout à fait, on en parlera. Avant d'arriver aux solutions, vous avez ce terme-là, vous et tous vos confrères qui se penchent sur ce sérieux problème. Vous parlez d'atténuation. C'est la première étape avant la solution ? Alors le changement climatique, il est abordé par deux moyens différents, complètement différents. L'atténuation des effets du changement climatique, ça ne veut pas dire qu'on va avoir quelque chose qui va nous faire baisser tout de suite l'effet du changement climatique. L'atténuation, c'est du long terme et ça consiste à réduire en fait 2 choses. L'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à date, et voire diminuer les concentrations des gaz déjà émis dans l'atmosphère. C'est ça, atténuer. Donc c'est notre comportement de consommation, c'est nos rejets pour nos transports, notre chauffage, c'est tout ça. C'est inventer des technologies qui vont sortir le CO2 à la sortie des usines pour éviter qu'il n'aille dans l'atmosphère, voire inventer des technologies qui vont aller capturer le CO2 déjà présent. Le problème du CO2, c'est qu'il a une demi-vie de 100 ans. Une demi-vie, ça veut dire que dans un siècle, il y aura encore 50% de ce que nous avons émis aujourd'hui dans l'atmosphère. Donc c'est de la longue durée. C'est ça l'atténuation. Et c'est pour ça que c'est nécessaire. L'adaptation, c'est cette fois-ci des actions à moyen et court terme. Et ça, c'est comment on va passer les difficultés que nous avons déjà générées. Parce que vous avez compris qu'il y a un décalage dans le temps, il y a ce qui va arriver et on n'y peut rien, c'est inéluctable. Et donc là, il va falloir s'adapter par des solutions
qu'on est en train d'évoquer. Voilà, les deux aspects. Une autre conséquence, et on parlera de toutes celles le corollaire, hein, on en a parlé tout à l'heure de certains pays qu'on voyait aussi sur votre carte, la migration climatique, ça on pourra en parler également. Un autre effet de cette augmentation, je vais faire simple, de la température des gaz à effet de serre, l'eau qui est présente encore aujourd'hui, il y a aussi, même si elle est encore présente, sa température augmente. Vous parliez de la neige aussi, enfin, ou en tout cas de la raréfaction, de la réduction de la neige. Mais l'eau dans nos cours d'eau, sa température augmente et ça modifie parfois très considérablement la faune et la flore. Et oui, malheureusement, il y a une règle constatée, c'est que l'élévation de la température moyenne des eaux de surface suit à la lettre l'élévation de la température moyenne atmosphérique. Et donc, de ce que l'on sait, au moins dans le quart sud-ouest de la France, depuis une vingtaine d'années, on a déjà à peu près 2 degrés d'élévation de température, ce qui signifie déjà 5% d'oxygène dissous en moins dans nos cours d'eau. Et ça, on n'y peut rien, c'est de la physique. Et c'est donc une conséquence. Et ça est une barrière biotique pour certaines espèces, de la concurrence. Et puis, ce problème-là, ça évoque la qualité des eaux. Alors là, on a parlé de quantité, mais malheureusement, le tableau, il est tout à fait aussi pessimiste, hein, mais il faut le dire, la qualité des eaux va aller en se dégradant. Parce que moins d'eau dans nos cours d'eau, moins de débit moyen, parce que les précipitations évoluent, je vous le rappelle, mais c'est là où on rejette tous nos effluents de stations d'épuration. Et donc, ça veut dire moins de dilution. En fait, c'était le choix qu'on avait fait technologiquement. On a batté dans nos stations d'épuration jusqu'à un certain seuil. Une fois qu'on était à un seuil, on envoyait dans le milieu naturel qui se débrouillait parce qu'il y avait de la dilution. Sauf que là, on n'y est plus. Et dans le futur, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de nos effluents. Voilà. Alors après, il y a des solutions. On peut en faire quelque chose, on peut le valoriser, mais on y reviendra. Alors justement, Alain Dupuy, y a-t-il des solutions? Lesquelles? Qu'est-ce qu'on peut faire en sortant d'ici, nous? Alors déjà, je l'ai dit, le premier, c'est notre acteur de citoyen, c'est de consommer juste, bien et moins. Voilà. Le moins, il est obligatoire. Juste et bien, c'est bien, mais ça ne va pas suffire. Il faudra consommer un peu moins. Donc cette fois-ci, recycler de l'eau, tout à fait légitimement. On va essayer aussi, si on peut, d'arrêter d'accélérer la circulation de l'eau. Parce que la circulation de l'eau en surface, ça fait des siècles que l'homme sait très très bien faire du drainage, de la rectification de cours d'eau. Mais ça a un effet, ça accélère le cycle de l'eau. Sur Terre, ça accélère. Et on l'envoie tout de suite l'eau à l'océan. Et en fait, c'est incompatible avec le bon fonctionnement des nappes. Parce que les nappes, l'infiltration, c'est-à-dire le fait que l'eau passe le sol, et ensuite la percolation, c'est-à-dire quand l'eau descend dans le sous-sol, ce sont des phénomènes assez lents, avec une dynamique lente, qui est incompatible avec une accélération en surface. Donc ça fait plusieurs siècles que l'on fait accélérer les choses. Maintenant, il faudrait juste un peu, pour utiliser une image d'automobiliste, lever le pied. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui sont faits en ce sens. On redonne au sol sa capacité d'infiltration pour remettre de l'eau dans les nappes, pour redonner ce potentiel d'infiltration avec un peu de matière organique. C'est bien parce que c'est favorable pour le stockage du carbone aussi. Donc vous voyez, c'est cette espèce de double effet qu'on essaie de remettre en place pour redonner au sol cette partie vivante, un sol vivant avec une faune et une flore. Et c'est ultra favorable à ça, à cette percolation. Donc c'est tout ça c'est cette globalité qu'il faut envisager. Donc on peut faire ça. On peut donc moins consommer, on peut réinfiltrer de l'eau plutôt que de la faire ruisseler et l'envoyer à l'égout, typiquement. Ensuite, c'est de nous, citoyens, c'est tout ça, plus ce que l'on va pousser les décideurs sur un territoire à prendre comme décision en faveur de. C'est ce que j'allais vous le dire, ça touche de très près l'aménagement du territoire. Ah mais complètement. Et donc les décisions politiques. Oui, bien sûr. Sauf que nous sommes politiques. Oui, bien sûr. Nous y participons, donc c'est à nous. Alors, attention, nous sommes dans un territoire du sud-ouest, en région, ici, où nous avons, nous, scientifiques, et je parle de la collégialité scientifique, une oreille attentive des politiques. Ce n'est pas le cas partout. Mais ici, on a quand même ça. On a Acclimatera, ça existe depuis 15 ans. Tout à fait. Ça fait 15 ans qu'on est questionné sur comment ça va évoluer pour prendre les meilleures décisions. Je ne dirais pas les bonnes, mais les meilleures décisions. Ça veut dire que vous travaillez avec les conseils départementaux, avec les chambres d'agriculture, oui, les acteurs principaux. Les acteurs, pour leur faire prendre conscience quand ils avaient parfois un peu de défiance, mais de plus en plus,
vous en êtes témoin, les échanges, la participation à des tables rondes, les sollicitations par on va dire du corporatisme qui pourtant était méfiant vis-à-vis de ce qu'on annonçait en termes de baisse de la disponibilité, nous sollicitent de plus en plus pour dire, attendez, voilà comment ça va se passer et quels sont les éléments de solution. Hein, je ne dis toujours pas solution, pour dire, il va falloir s'adapter, changer les pratiques culturelles, changer les cultures. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il faut aller jusqu'à imaginer changer les cultures, s'adapter. Imaginer inventer, créer des espèces moins consommatrices d'eau. Oui. Tout à fait. Alors ça, il y a tout le problème du biologique là-dessus, mais j'ai des collègues qui travaillent beaucoup avec l'INRAE, les chambres, travaillent là-dessus. Des espèces moins consommatrices d'eau, qui ont besoin de moins d'eau. Avoir aussi de la technologie pour créer des objets qui, pour l'irrigation, puisque c'est quand même le premier consommateur, ont une meilleure efficacité, c'est-à-dire amener la meilleure dose d'eau pour avoir le meilleur rendement possible. On voyait il y a quelques années, je ne sais pas où on en est, par exemple du goutte à goutte, plutôt que de voir ces grands, je ne sais pas comment ça s'appelle, les rampes d'irrigation, du goutte à goutte. Est-ce que ça, c'est une possibilité? Est-ce que ça se développe ou pas? Alors ça se développe, mais attention, il y a toujours des contreparties. Un goutte à goutte, vous ne pouvez pas le faire avec une eau qui est chargée, parce que le goutte à goutte va se boucher. Alors, s'il est aérien, on peut réparer, mais s'il est enterré, on ne répare pas. Donc, du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, depuis des années, ça se voit maintenant, les rampes d'irrigation n'ont plus cette aspersion par le haut, mais ont des canules avec une aspersion qui va vers le bas. Dirigée plus vers le bas. Et en fait, quand les plantes ont atteint un certain seuil, on irrigue le sol. Donc, on perd beaucoup, beaucoup moins. Oui. On gagne en efficacité. Moins d'évaporation, d'ailleurs. Alors, moins d'évaporation. Alors attention à l'évaporation, là aussi, la physique du phénomène évaporatoire, c'est un delta d'humidité relative entre, c'est compliqué à dire comme ça, mais entre la goutte d'eau et l'air environnant. Et lorsque tout ça est à l'équilibre, ça évapore plus. C'est-à-dire qu'à la même température, une eau à la même température que de l'air, cette eau-là ne s'évapore pas. D'accord ? Donc attention, il y a des seuils, il y a des a priori qui sont parfois contre-intuitifs. Bon, voilà, c'est ça ce que je veux dire, et c'est beaucoup plus complexe malheureusement à calculer. Voilà. Mais... S'agissant de l'arrivée de nouvelles espèces, on va peut-être, je vais vous poser une question que peut-être d'autres se posent dans la salle. Nous sommes une région hautement productrice de maïs. Est-ce que le maïs, qui a cette réputation d'être une plante très, très consommatrice en eau, est-ce que c'est vrai ou pas? Ou est-ce que de nouvelles variétés sont apparues qui consomment un peu moins d'eau? Alors oui, il y a tout un tas de travaux sur la biologie du maïs, sur le génome, et ainsi de suite, qui font que, oui, le maïs consomme moins d'eau. Alors attention, je vais quand même moduler. Le maïs consomme beaucoup d'eau, c'est vrai, mais moins que d'autres céréales, comme le blé. À la tonne de masse produite, le maïs en consomme moins, mais il a le désavantage d'en consommer au moment où on aura le plus de contraintes. C'est ça. Après, il y a des endroits où... Donc l'été, pour faire clair, c'est pendant l'été. Voilà. Après, il y a des endroits où la culture du maïs, moi en tant qu'hydrogéologue, ne me gêne pas du tout. Je vais prendre l'exemple du triangle landais. L'eau d'irrigation est puisée dans la nappe phréatique du sable des Landes, qui est chargée en fer. On ne peut pas en faire de l'eau potable. Elle ne sert pas à autre chose. En fait, irriguer des pins ou irriguer du maïs, pour moi... Même sur un bilan annuel, le maïs consomme moins d'eau qu'un hectare de pain, vous voyez. Voilà. On fait, mais c'est un choix qu'il va falloir arbitrer. Maintenant, il faut donner les vrais chiffres. Il faut réfléchir à ce que ça va donner dans le futur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous parliez tout à l'heure de solutions réglementées ou réglementaires. Les eaux usées, on en parle souvent, on a eu cet échange tous les deux. Si vous me dites si les chiffres sont bons, parce que le taux de réutilisation en France des eaux usées est inférieur à 1%. C'est ça. Des pays comme l'Italie sont à 8%, l'Espagne est à 14%, Israël à 85%. Oui. Et en France, nous avons encore une réglementation qui dit que les eaux usées, par exemple, il est interdit d'utiliser des eaux usées pour la chasse des toilettes. Oui. Alors, ça, c'est une protection sanitaire. C'est un règlement issu du volet sanitaire. Je vais prendre ma casquette d'hydrogéologue agréé. Je vous l'ai raconté tout à l'heure, je la répète, cette anecdote. Il est arrivé qu'un jour, on avait des contaminations sur un réseau d'adduction d'eau potable publique. Simplement parce que
à partir d'un bon sentiment, pour économiser de l'eau et réutiliser de l'eau de récupération de toiture, quelqu'un avait simplement connecté les deux réseaux, le privé et le public. Sauf que la surpression aidant, une surpression mal contrôlée, cette eau de récupération avait contaminé le réseau public. Donc en fait, la protection, elle est juste là. Moi, j'ai aucun problème pour utiliser de l'eau. À condition d'un double circuit. Un double circuit obligatoire dans la sphère privée. Dans les bâtiments publics, hors de question. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Là, non. Mais dans la sphère privée, on peut très bien utiliser de l'eau usée dès l'instant où il y a deux réseaux. Il faudra le prouver. C'est la réglementation qui est en train d'évoluer vous autorisera à le faire, mais il faudra le prouver qu'on a bien une déconnexion pour éviter ce fameux retour de contamination. Après, plus globalement, la réutilisation des eaux usées traitées. Vous avez donné les chiffres globaux pour nos pays. Il y a aussi une question d'acceptabilité sociétale. Est-ce qu'on accepterait d'avoir et de consommer des productions agricoles, fruits et autres, tomates par exemple, issues d'une irrigation par des eaux usées traitées? En fait, quand on fait les sondages, c'est plutôt négatif. Sauf que, vous ne le savez pas, mais quand on achète des produits espagnols, c'est ce qu'il y a. Voilà. Je suis désolé d'être aussi direct, mais c'est non, la mais réalité, on est là pour elle est ça. comme ça. On est là pour Voilà. ça. Maintenant, c'est une réglementation, elle est en train d'évoluer, on est en train d'imaginer donc des traitements, et on a des travaux de recherche, des collègues y travaillent dessus, pour rajouter des traitements dits tertiaires, pour arriver à, on va dire, des eaux qui sont d'une qualité, on va dire, sanitairement acceptable pour en faire de l'irrigation, y compris sur des fruits que l'on va consommer comme ça, en croquant dedans. C'est un coût supplémentaire. La question qui se pose tout de suite, c'est qui va payer? Bien sûr. Ça, c'est automatique. Après, la question qui nous est posée, moi, physiquement, c'est, OK, mais les centres de production, ils sont plutôt dans les grandes villes. Et on a peu de terrains agricoles à proximité des stations d'épuration. Donc, est-ce que le coût, le gain en volume... Pour amener... Ben voilà, est-ce que quelques kilomètres de tuyaux, qui vont coûter, excusez-moi de parler comme ça, un bras, vont pas venir mettre en défaut cette solution-là? Voilà. En fait, il faut regarder. Et puis, si on enlève... Alors quand on regarde, vous prenez Bordeaux, c'est un exemple que je connais bien, vous enlevez de l'eau que vous sortez des deux grosses stations d'épuration de Bordeaux et vous les rejetez plus dans la Garonne, la Garonne, ça ne va pas gêner son débit. Vous imaginez le même scénario dans une ville qui rejette ça dans un cours d'eau et vous enlevez ce débit, y compris en été, au cours d'eau, vous allez voir que là, les débits vont chuter, il n'y aura même plus de vie. Parce que souvent, le débit minimum d'été, c'est dur à dire, ce sont les stations d'épuration qui donnent de l'eau à nos cours d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on met le curseur? Et c'est là où on va devoir trouver des solutions. Ça va être du cas par cas, c'est de la dentelle. C'est vraiment, on va faire encore une fois une descente d'échelle. Et c'est ça qui est compliqué. Alain Dupuis, la désalinisation des eaux de mer, mythe ou réalité? En réalité, c'est tout à fait maîtrisé. Ça se fait. Les traiteurs d'eau rêvent que de ça. Pourquoi? Parce qu'actuellement, la technologie dite d'osmose inverse, pour produire 1 mètre cube d'eau douce à partir de l'eau de mer, en fait, c'est un coût énergétique 3 fois à 3 fois et demi celui d'une production naturelle. Et le problème, c'est que l'énergie est en train d'augmenter en termes de coût. Donc, qui accepte de payer ça? Il y a des pays dans le monde où ils n'ont pas d'autre solution. Oui. Donc là, on est tout à fait d'accord. On parle du Moyen-Orient, par exemple. Moyen-Orient, mais même sans aller au Moyen-Orient, parce qu'eux, ils ont déjà les moyens. Oui, ils ont les moyens. Ils ont les moyens, ils ont l'énergie, ils ont tout un tas de trucs. Mais si vous allez au Sénégal, la population de Dakar est on va dire, alimentée par du dessalement d'air. L'autre revers de la médaille aussi, il faut le savoir, c'est que pour faire 1 mètre cube d'eau douce dessalée, il faut 3 mètres cubes d'eau océanique, et les 2 autres mètres cubes, ils sont chargés en sel, surchargés en sel, et tout un tas de produits chimiques qu'on rajoute dans le process. Et ça, c'est rejeté. Pour le procédé de désalinisation, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Parce que le chlorure de sodium a la fâcheuse tendance d'être un peu agressif vis-à-vis des métaux, et on met tout un tas de produits pour limiter ça. Sauf que ça se retrouve dans les 2 autres mètres cubes qu'on ne récupère pas pour notre consommation. Et ça, on le rejette dans le milieu naturel, à l'océan. Et c'est considéré comme un polluant. Donc voilà, il faut bien avoir toute l'intégralité du cycle pour pouvoir dire ça on prend pas, ou quels seront les effets, est-ce qu'on les accepte, est-ce qu'on les accepte pas. C'est ça le problème en fait.